Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer tout de suite parce que je crois qu'on a pris un peu de retard. Et bon, je suis très contente de voir que ce genre de conférence attire la jeunesse autant que les marches pour le climat. Alors, je suis professeure au département des sciences de l'information et de la communication et donc je m'occupe de discours médiatiques. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et je remercie Edwin Zakai pour l'invitation parce que c'est toujours très sympa de voir ce que font les autres collègues et de voir surtout les points de convergence que j'ai déjà identifiés de manière très stratégique. Alors, pour mon intervention, donc je suis partie de la question est-ce que les questions liées au changement climatique sont surreprésentées dans les médias d'information? Est-ce que les marches pour le climat ont reçu une couverture peu équilibrée car trop favorable, notamment à l'égard d'autres mouvements sociaux? Est-ce que les journalistes sont complètement acquis à la cause de ce mouvement? Alors je vous préviens, je n'ai pas de réponse à ces questions parce que c'est encore trop proche de nous et il faut encore produire des données et analyser, faire des terrains. Je vais vous expliquer plus en détail. Mais je vais vous proposer quelques éléments qui vont nous aider à comprendre le traitement journalistique de ce problème public et donc à objectiver ces intuitions que nous avons et à les articuler avec une réflexion plus générale sur le rapport entre les médias et les problèmes publics, puisque le changement climatique est un problème public. Et quand je dis problème public, donc je parle de problèmes sociaux dont la formulation et la résolution sont des enjeux d'ordre public. Donc tous les problèmes sociaux ne deviennent pas des problèmes publics. Ici, en l'occurrence, on est devant un problème social qui est devenu un problème public sur le long terme. On va le voir. Alors, les problèmes publics, ils se construisent sur plusieurs arènes. On les appelle des arènes. Donc, ça se construit bien évidemment dans les médias d'information. Ça se construit dans l'espace public avec notamment des actions comme des manifestations, mais pas que, on vient de le voir. Les instances de décision, les groupes de pression, les activistes et donc des mouvements sociaux. Alors, les problèmes publics, il y en a qui prennent très vite et d'autres qui prennent très très longtemps à se construire en tant que tels. Alors, comme vous le savez, ce problème public, en l'occurrence celui du changement climatique, se construit depuis des décennies. Alors, vous avez ici une citation, vous arrivez à lire? Oui, une citation du New York Times de 1932 qui parle de ça. Et donc, ce problème public, il se construit depuis des décennies, tout d'abord par la médiatisation des travaux des scientifiques. Il ne suffit pas que les scientifiques alertent. Il faut qu'il y ait une médiatisation de ces travaux pour que nous, citoyens, on puisse comprendre les enjeux et il faut les vulgariser. Et donc, tout d'abord par la médiatisation des travaux des scientifiques et par des actions activistes, bien évidemment. Et ce problème public, il ne va pas se construire de la même façon et au même rythme dans tous les pays. Il va y avoir d'énormes différences. Et donc voilà, on voit que le changement climatique, vous le savez mieux que moi, hein, c'est une réalité qui est connue depuis des décennies, non seulement des scientifiques, mais aussi des journalistes, mais qui va être médiatisé très différemment au fil du temps et dans différents pays. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, le discours climato-sceptique va avoir beaucoup plus de place dans les médias d'information aux États-Unis qu'en France, et plus en France qu'en Allemagne, oui, qui est un pays où le problème du changement climatique s'est construit plus vite dans les médias. Alors, je vous montre quelques exemples qui datent respectivement de 2006, de 2016, de 2007 et de 2008, que vous connaissez sûrement. Et donc relativement anciens, allez, on va dire, parce qu'il y a des problèmes publics qui se construisent vraiment très très vite au bout de quelques années, alors qu'ici on voit que ça a pris du temps. Alors ce qui est intéressant à noter ici, c'est que comment prend corps la dénomination du problème public, ici en l'occurrence global warming, qui commence à se simplifier aux yeux des publics médiatiques
malgré une complexité technique que l'on connaît et que vous connaissez mieux que moi. Et donc, on voit bien que cette dénomination, global warming, est une dénomination qui est bien établie pour désigner un phénomène qui est connu. Et quand je dis qui est connu, ça ne veut pas dire que nous, ou que moi, je le connais, ou que les citoyennes et les citoyens le connaissent en tant que scientifiques dans leur précision technique. Hein. Ça veut dire qu'on va déléguer chez les scientifiques la définition d'une dénomination que j'assume et que j'utilise même si je ne peux pas la définir, d'accord? C'est ça que ça veut dire. En tout cas, le fait que ça apparaisse là, ça veut dire que ça parle déjà d'un problème public qui est connu. Et on voit bien dans la première couverture, ce qui est très intéressant, c'est que déjà en 2006, la question du discours climato-sceptique va être thématisée. Voilà, et même ici, vous le voyez, ça c'est un article du Monde d'il y a quelques jours, où on va thématiser justement cette ignorance délibérée dans laquelle on a été mis en tant que citoyenne et citoyen. Donc, je reviens... non, pardon. Alors, je vous montre ici encore... ça, c'est une recherche de 2007 que vous connaissez sûrement, ou peut-être, ou je ne sais pas, sur la couverture... c'est une étude comparative États-Unis, Royaume-Uni, qui montre, donc, le Royaume-Uni, c'est en rouge, qui montre comment augmenter la couverture beaucoup plus vite. Là, on voit bien comment le problème public se construit très différemment dans un pays et dans un autre. Donc ici, en l'occurrence, au Royaume-Uni, pour la ligne rouge. Mais en tout cas, on voit que ça augmente. Et ici, le même chercheur a fait une étude comparative de plusieurs pays et de plusieurs continents, en fait, où on voit que la question augmente dans les médias, elle est progressive. Donc ici, ça c'est une première piste de comment aborder la construction du problème public. En tout cas, elle augmente avec des pics selon des événements liés au changement climatique, comme la COP par exemple, des événements comme ça. Alors vous avez, il y a une mobilisation des médias et de certains médias d'information. Ici, alors vous savez peut-être que, donc ici c'est un article du Guardian qui explique le fait qu'il y a plus de 300 médias, notamment aux États-Unis, mais partout dans le monde, qui se sont unis pour faire pendant une semaine une couverture intensive d'événements liés au changement climatique, et pas que d'événements, faire des articles de fond aussi. Et donc vous voyez là que l'objectif, c'est de parler du climat et du changement climatique on a daily basis, donc voilà, couramment, et pas uniquement quand il y a des gros événements. Alors ça, c'est une décision assez surprenante de la part d'un média d'information. On voit que le même The Guardian a pris deux décisions majeures concernant la couverture du changement climatique. Alors la première a trait aux mots que le journal utilise pour parler du changement climatique. Alors, ils disent qu'ils vont favoriser le terme climate crisis et climate emergency plutôt que climate change, qui reste très abstrait. Hein. Et puis, une autre décision qu'ils ont prise est celle d'oublier les photos d'ours sur des glaciers qui fondent et de passer à des photos qui montrent des personnes, donc les conséquences concrètes de ce changement climatique sur les personnes. Donc, je reviens à ma question de départ. Donc, ici, on voit bien la construction progressive du problème public, même si j'ai été un peu rapide, mais voilà, c'est pour donner quelques éléments. Donc, je reviens à ma question de départ. Pourquoi ce succès dans l'accès aux médias de ce mouvement pour le climat? Comment ça se fait que, alors que le changement climatique est connu depuis très longtemps, il y a eu à un moment cet emballement médiatique qui est un peu fulgurant. Hein. Et donc, j'ai choisi de répondre par le biais de la théorie des mouvements sociaux qui a déjà été utilisée, ce qui montre que c'est quand même assez intuitif hein, comme méthodologie, et que ce cadre théorique est assez efficace pour répondre aux questions qu'on se pose. Ici,
Il faut rappeler tout d'abord que tous les mouvements sociaux n'ont pas le même traitement ou n'ont pas reçu le même traitement que celui des marches pour le climat. Alors, je rappelle qu'un mouvement social, mais ça, je crois que ça a déjà été dit, est une forme d'action collective concertée en faveur d'une cause, et donc il vise à changer un ordre social établi. Alors, en général, il existe entre les mouvements sociaux et les médias d'information un rapport d'associés rivaux. Ils sont associés, mais ils sont rivaux à la fois. Donc, ça veut dire qu'il existe une relation un peu tendue. Donc, les mouvements sociaux, ils ont besoin des médias pour exister. Ils vont agir pour obtenir du temps d'antenne, des articles, pour faire passer un message au plus grand nombre auprès de l'opinion publique. Et donc, ils vont utiliser les médias comme haut-parleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de manifestations ou d'actions n'ont pour but que de capter l'attention médiatique pour faire passer un message auprès de l'opinion publique. Et donc, il y a un énorme enjeu de représentation. Et d'ailleurs, les mouvements les plus radicaux vont être pénalisés parce qu'ils vont être disqualifiés par les médias et ils vont être beaucoup moins couverts ou couverts négativement. Alors, donc, d'un côté, les mouvements sociaux, ils ont besoin des médias, mais d'un autre côté, les médias, ils doivent les couvrir car ils doivent répondre à une demande sociale et aussi en tant qu'entreprise médiatique, et ils vont répondre à une injonction de générer des images intéressantes, éventuellement des images chocs, pourquoi pas. Alors, les médias peuvent avoir des difficultés à couvrir un mouvement social. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Par exemple, ils n'ont pas de porte-parole. C'était le problème avec les Gilets jaunes, qui était un mouvement qui était un peu tentaculaire et qui n'avait pas un seul porte-parole. Parce que parfois, il n'y a pas de discours cohérent. Il n'y a pas des éléments de langage à faire passer, alors que les médias ils vont privilégier des séquences courtes, efficaces. Et donc ça, c'était le problème. Bon, vous vous souvenez sûrement pas, mais c'est un classique dans l'étude des mouvements sociaux. Quand les médias français ont couvert les émeutes dans les banlieues parisiennes en 2005, c'était ça un des problèmes. Donc les protagonistes de ce mouvement social n'avaient pas un discours qui était formatés par les médias, et alors on les forçait un peu à dire des énoncés qui passaient bien dans les médias d'information. Bon, un autre problème auquel peuvent faire face les médias d'information, les journalistes, c'est la violence. Ça, c'était aussi le cas du mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu, allez, je ne vais pas les stigmatiser, mais il y a eu des faits de violence envers des journalistes. Alors, ce que nous dit la théorie sur la couverture des mouvements sociaux, c'est que les médias sont peu perméables au cadre d'interprétation de ces mouvements. Par exemple, à l'idée d'une injustice, à l'idée d'indignation, puisque les médias, ils vont aller avec l'idéologie de l'objectivité, disons que voilà, c'est un peu incompatible en fait. Et donc, ils ne vont pas valoriser l'action collective comme source de changement social. Ce qui fait que les mouvements sociaux sortent rarement gagnants de leur complexe relation aux médias, nous dit Neveu, qui est un sociologue français qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Donc, comme le montrent les travaux réalisés dans ce domaine, alors il y a certains éléments qui vont faciliter ou au contraire qui vont rendre plus difficile la couverture. Alors, le nombre de personnes mobilisées, et ça on l'a vu, c'était quand même un facteur. L'usage ou non de la violence, le non-usage de violence ici est fondamental pour la couverture positive de ce mouvement. La proximité spatiale, on est à Bruxelles et c'est pas le centre du monde. C'est le centre de l'Europe, mais c'est pas le centre du monde. Donc il y a plein de choses qui se passent plutôt ailleurs. Donc ici, c'était très pratique. Bon, des actions spectaculaires ou pas, les ressources mobilisées, il n'y avait presque aucune ressource mobilisée ici. Le fait que la revendication fasse partie d'une doxa plutôt acceptée, là on est en plein dedans, on est dans une doxa qui est plutôt acceptée par la population. L'identification de l'opinion publique aux personnes qui se mobilisent, là aussi. Et donc, les médias, ils vont réserver une meilleure couverture aux mouvements sociaux qui parlent comme eux. Donc ça, je reformule un peu ce que je viens de dire. Alors, qui ont des porte-paroles éduqués, efficaces en termes de communication. Et là, je pense que c'est très utile vraiment de contraster avec d'autres mouvements sociaux comme
ce que je viens de nommer, dans les banlieues parisiennes, mais aussi les gilets jaunes qui ont court-circuité les médias. Et donc là, ils ont un peu rompu ce rapport de nécessité qui existe entre médias et mouvements sociaux. Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de médias, nous, on va passer outre et on va produire nos propres médias d'information. Bon. Par ailleurs, on est à une période ou à une époque où il y a une concurrence accrue entre mouvements sociaux qui vont se battre pour avoir un accès aux médias. Et quand je dis on vit une période, je ne dis pas que ça date d'hier, ça vient sûrement des années 60. Hein. Il y a allez, pas une infinité, mais une grande quantité de mouvements sociaux qui occupent l'espace public et l'attention médiatique, le mouvement écologiste, le mouvement féministe, qui, à mon avis, a beaucoup de choses en commun avec le mouvement pour le climat, les mouvements anticapitalistes, différents mouvements et revendications variées. Aujourd'hui, c'est une journée de grosses manifestations en France. On a beaucoup parlé de mouvements sociaux dans les grands médias d'information. Et donc, on voit quand on compare avec le traitement réservé au mouvement des Gilets jaunes, qui a été quand même un grand mouvement social, alors on voit qu'il n'est pas le même. D'ailleurs, comme à un moment donné, ils se sont retrouvés tous les deux dans la place publique, on les a comparés. Et on les a comparés de manière assez évidente. Alors moi, je ne suis pas ici pour défendre l'un ou l'autre mouvement, pas du tout. Mais quand on observe la couverture, on voit bien que la couverture, alors que la couverture des marches pour le climat est plutôt positive, voire très positive, la couverture des Gilets jaunes, pour plein de raisons, est plutôt négative parce que les journalistes ils vont être plutôt méfiants envers les Gilets jaunes, parce qu'il va y avoir des réactions hostiles des Gilets jaunes envers les journalistes qu'ils vont ranger parmi les élites qu'ils détestent dans leur répertoire discursif. Donc voilà, on peut... Alors, donc je reviens à ma question. Pourquoi cette différence dans le traitement médiatique? Alors ici, je vais émettre trois hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est que le problème public a réussi à prendre. En fait, un problème public, c'est vraiment comme une mayonnaise. Et il y a un moment où ça prend. Parfois, ça ne prend pas du tout, en fait. Parfois, ça prend énormément de temps. Et donc, en partie grâce à l'arène médiatique, parce que les journalistes, ils ont fait beaucoup d'efforts pour médiatiser, pour vulgariser ce discours scientifique qui est quand même assez complexe quand on gratte un petit peu. Mais bon, donc grâce à l'arène médiatique, mais aussi à des actions militantes. Alors ça, cette hypothèse, il faut la vérifier avec une étude minutieuse de la manière dont le problème public s'est construit. Et comme c'est un problème public global, il faudrait faire une étude en fait transnationale. Et je suis sûre que cette étude comparée montrerait des différences énormes d'un pays à l'autre, de la manière dont le problème public s'est construit. Alors la deuxième hypothèse est en rapport avec l'identité des journalistes. Alors on a parlé de qui sont les manifestants. D'ailleurs, j'ai aussi une référence par rapport à ça. Il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites. Et voilà, ce que disent ces chercheurs, c'est que la mobilisation des jeunes sur le climat ne témoigne pas d'une diversification sociale. Donc, ce sont plutôt des enfants de cadres et de professions libérales. Et donc, je mets ça en rapport avec qui sont les journalistes. Et ça, ce sont des travaux qui se font en sociologie du journalisme. Il y a ici à l'ULB, j'ai des collègues qui travaillent sur les identités journalistiques. Et donc, ils ont produit un portrait des journalistes belges en 2008, francophones et néerlandophones. Donc, c'est un rapport qui a été fait avec c'est des chercheurs de l'ULB, de Mons et de l'Université de Gand qui l'ont fait. Et donc, je résume ici, mais le rapport, il est disponible pour tout le monde. Le journaliste belge moyen est un individu, c'est plutôt un homme, je ne me souviens pas exactement, mais c'est plutôt 60% les hommes et 40% de femmes. Âgé d'une cinquantaine d'années, un peu moins. La moyenne, c'est 47 ans, et c'est important. Détenteur d'un diplôme universitaire et plutôt orienté à gauche. C'est important aussi. Autre chose qui n'est pas ici, mais qui est aussi un élément important, c'est que la plupart ont 2 parents nés en Belgique.
Et donc, quand on... Voilà, il y a plusieurs éléments. Oui, il y a plusieurs éléments ici qui pourraient nous intéresser. Alors, l'âge de ces personnes, ce sont des personnes nées pour la plupart dans les années 70 et donc ils ont grandi avec l'histoire de la couche d'ozone. Tout ça, il faut le vérifier avec des entretiens. Donc voilà, quand on voit qui sont les manifestants et qui sont les journalistes, en fait, ils appartiennent globalement au même secteur socio-économique. Alors le troisième élément, la troisième hypothèse pour expliquer cette couverture plutôt favorable, c'est que les contre-discours contre le changement climatique, climato-sceptiques, climatorialistes et autres, sont des discours qui dévalorisent souvent le travail journalistique, que ce soit sur le mode du discours anti-élite, qu'on connaît très bien, ou les journalistes charlatans, que l'on retrouve souvent dans le discours d'extrême droite, et c'est le même répertoire du discours antiféministe. Donc voilà, ça ce sont mes trois hypothèses. Alors je ne vais pas vous montrer ça. Donc juste pour dire, pour finir, malgré bon, j'ai été très vite et voilà, on termine sur l'idée que la couverture de ce mouvement social était plutôt positive, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de défis dans la couverture de ce problème public qui restent et qui vont encore augmenter avec le temps. Ici, voilà, d'abord la difficulté de la communication scientifique, comme je disais, une question, il y a plein de questions techniques qu'il est difficile de vulgariser. La concurrence des médias non professionnels, donc les réseaux sociaux numériques, la déhiérarchisation des discours, le fait que la voix des scientifiques vaut la même chose que la mienne quand je parle sur Facebook. L'opposition au discours d'experts, très forte, la dévalorisation du discours journalistique et bien évidemment la circulation des fake news dont je n'ai pas parlé, mais qui favorise beaucoup le discours climato-sceptique. Bien, je termine avec ça.